Le clairon. Et vous le savez, donc pardon, je m'étouffe, Gabriel Attal a été intronisé Premier ministre. Alors, il est censé apporter un nouvel air frais, vous savez, la Macronie, hein, c'est comme ça que ça nous a été présenté en tout cas. Macron, lui, parle de projet de réarmement, de régénération. Je vous lis son tweet, hein. Cher Gabriel Attal, je sais pouvoir compter sur votre énergie et votre engagement pour mettre en œuvre le projet de réarmement et de régénération que j'ai annoncé, qu'il avait annoncé donc pour ses vœux. Dans la fidélité à l'esprit de 2017, dépassement et audace, au service de la nation et des Français. Écoutez un extrait de Gabriel Attal. Gabriel Attal pour son discours d'intronisation, justement. On écoute un morceau. Je veux, pour conclure, m'adresser directement aux Français, à tous les Français, où qu'ils vivent. Je veux leur dire qu'ils pourront toujours compter sur moi. Leur dire qu'avec le président de la République, chaque jour, chaque minute, chaque seconde leur sera consacrée. Je veux avoir à nouveau une pensée pour le président de la République. Lui redire toute ma gratitude, toute ma fidélité. Je veux avoir une pensée pour Édouard Philippe. Voilà, bon, après, il parle d'Édouard Philippe. En tout cas, Gabriel Attal donc, parle de chaque seconde qui sera accordée aux Français et il renouvelle évidemment sa fidélité à Emmanuel Macron. On sait que la fidélité, d'ailleurs, qui est dans le tweet d'Emmanuel Macron, faisait partie des critères de sélection. Il fallait fidélité et loyauté pour qu'Emmanuel Macron puisse sélectionner justement ce Premier ministre qui est désormais Gabriel Attal. Pour en parler, nous sommes avec Christophe Boutin. Bonjour, professeur Boutin. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, docteur en sciences politiques, professeur de droit public à l'université de Caen, co-auteur d'un grand nombre de livres, mais je vais citer avec Frédéric Rouillois celui sur le référendum, parce que justement on en est très éloigné, ou comment redonner le pouvoir au peuple aux éditions La Nouvelle Librairie. Alors, Christophe Boutin, je vais vous demander ce que vous pensez évidemment de Gabriel Attal en tant que Premier ministre, mais surtout ce que ça dit de ce gouvernement et de son avancée ou de sa non-avancée. Mais ça ne dit pas encore quelque chose du gouvernement, parce que Gabriel Attal a annoncé qu'il allait réunir autour de lui toutes les forces vives de la nation. Il a évoqué les parlementaires, il a évoqué les élus locaux, il a évoqué les partenaires sociaux, pour justement ensuite réussir à bâtir son gouvernement. Donc pour l'instant, on a un chef de gouvernement, clairement identifié, il n'y a pas de problème, qui a fait hier d'ailleurs sur le perron de Matignon presque une déclaration de politique générale, mais on n'a pas encore le gouvernement. Je crois qu'il faut attendre de voir comment l'équipe est constituée pour comprendre un peu mieux justement quels seront peut-être les axes principaux les directions. d'action. Oui. Malgré tout, on sait que Emmanuel Macron a choisi Gabriel Attal pour renouveler, pour donner un nouvel air, et notamment ce choc des générations sur lesquelles ils insistent beaucoup. Que pensez-vous du profil de Gabriel Attal? Certains ont fait remarquer, en tout cas, d'abord que c'était le premier chef de gouvernement à avoir publiquement indiqué son soutien à la gestation pour autrui, ça se note, mais surtout que son jeune âge, c'est sûrement très intéressant, mais en tout cas qu'il n'a pas forcément une expérience très forte et qu'il n'a jamais dépassé un petit quartier parisien entre l'école alsacienne, Sciences Po où il a été, et puis le ministère. Est-ce que ça peut poser problème, justement, ce CV très resserré, on va dire, sur le 6e et le 7e arrondissement de Paris? Cela peut poser des problèmes, effectivement, en théorie. Si la personne ne réussit pas à s'affranchir des limites, je dirais, qu'elle a connues dans son enfance ou sa jeunesse. Maintenant, Gabriel Attal est d'une part un très bon communicant, Oui. je crois. Il est servi par une plume qui est excellente et qui l'a encore prouvé dans la rédaction du discours d'hier, qui est un discours vraiment intéressant à analyser. Et par exemple, Gabriel Attal, hier, a insisté sur les classes moyennes, des classes moyennes qui payaient les acquis sociaux mais qui n'en profitaient pas. On était très loin là des 6e et 7e arrondissements qui sont peu réputés pour les classes moyennes. Donc, pour le moment, vous dites attendons de voir la politique mise en œuvre, mais vous gardez espoir que finalement il puisse y avoir un changement de paradigme dans la politique d'Emmanuel Macron?
Un changement de paradigme, je n'irai pas jusque-là, parce que, comme vous le disiez en introduisant le sujet, Gabriel Macron veut quelqu'un qui soit infidèle et qui applique finalement son programme. Et Gabriel Attal a bien insisté sur sa volonté justement d'appliquer le programme présidentiel. Oui. Donc, est-ce que Gabriel Attal va suffire à lui seul à faire bouger, à faire évoluer le paradigme macronien, d'autant plus qu'il relève un peu de la même logique, cette logique d'expertise? Très sincèrement, il est permis d'en douter. Pour Mm. autant, on a l'impression ces derniers temps que le paradigme macronien a conscience de s'être, sinon fracassé, au moins d'avoir été très altéré par son contact avec la réalité vécue par les Français. On l'a vu dans la manière dont le président de la République, lors de son entretien dans une émission de télévision, a rappelé aux journalistes qui l'interrogeaient que la situation des privilégiés auxquels ces journalistes participent n'était pas nécessairement celle du peuple dans des quartiers difficiles. Donc on a cette prise en compte. Et je crois que dans son discours d'hier, Gabriel Attal a très clairement indiqué les choses en la matière lorsqu'il a dit, il a évoqué la reprise en main de notre destin, la reprise en main de notre destin par la sécurité, par l'autorité, par la souveraineté nationale et européenne. Mm. Donc tout ça, bien sûr, on peut avoir l'impression d'avoir un torrent de mots fort agréables à Oui. certains, désagréables à d'autres, qui coulent, et se dire qu'est-ce qu'il y aura derrière. Mais pour l'instant, nous ne savons pas ce qu'il y aura derrière. C'est-à-dire que c'est pas la première fois qu'on entend, bon alors la première fois c'était plutôt Emmanuel Macron, mais en tout cas, ce gouvernement, la Macronie, hem, hem, faire des promesses de reprise en main, notamment, après le Covid, au milieu du Covid, on a eu ce très beau discours de reprise en main de la souveraineté justement, bon souveraineté, française qui a été couplée à la souveraineté européenne, mais souveraineté industrielle, puis ensuite, souveraineté énergétique, et finalement on n'a pas forcément vu les effets, et on a l'impression qu'à chaque fois on peut se laisser berner par de grands discours, mais que, la suite n'est pas forcément au rendez-vous. Mon Dieu, est-ce que c'est réservé à la Macronie? Voilà une question qu'il est permis de Bien sûr. poser, car Mmh. on peut craindre que on se souvient des grands discours de Nicolas Sarkozy, et Tout à des fait, tout à effets des fait. discours de Sarkozy, Mmh. des grands discours de Jacques Chirac, voilà, et à gauche des grands discours de François Mitterrand, qui ont aussi pu décevoir nettement une partie des électeurs de gauche. Donc là, ce n'est pas nécessairement nouveau avec la Mmh. Macronie. De toute façon, un discours est un discours programmatique. Un programme se confronte ensuite avec la réalité, Ouais, et il y a parfois des difficultés dans cette confrontation. On ne oui. peut pas le reprocher spécifiquement, je veux dire ici, à Emmanuel Macron ou à Gabriel Attal. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est, je crois, cette idée que ces mots, les mots de souveraineté, les mots de sécurité, les mots d'autorité, le pouvoir actuel ressent bien que Mmh. ce sont les mots dont les Français ont besoin, qu'ils ont besoin d'entendre, et qu'il est impératif de les placer dans des discours. Alors bien sûr, il y a un côté ici purement rideau de fumée, Communication, oui. on peut le croire, mais ça révèle quand même une prise en compte Mmh. de certaines attentes. Dans la réalité, on verra ce qu'il en est. C'est bien compris. En tout cas, comme vous le dites, c'est intéressant déjà que la volonté de souveraineté, de sécurité, remonte, en tout cas jusqu'aux oreilles, du gouvernement et du nouveau Premier ministre. Alors, en parlant de souveraineté et peut-être même de pouvoir, redonner au peuple, ça fait référence à votre livre. On Pensez-vous qu'il puisse aussi y avoir, un changement de paradigme de ce côté-là et que finalement, puisqu'ils commencent à ressentir cette tension peut-être, on puisse, envisager pourquoi pas un référendum, au moins, une prise en compte de la volonté, populaire? On peut envisager une évolution peut-être des procédures de mise en jeu d'un référendum d'initiative partagée qui, on le voit, ne correspond absolument pas aux réalités, ne permet pas d'aboutir. Ça, c'est un premier élément. Pour le reste, le gouvernement actuellement, d'abord un nouveau gouvernement, a vocation à agir. Les réponses qu'il va donner au peuple, il peut les donner par ses modalités d'action, des lois qui vont correspondre aux attentes populaires, et il n'a pas nécessairement besoin de demander au peuple de décider lui-même. Le référendum reste finalement, je dirais,
un moment où on arbitre, où le peuple vient arbitrer entre les choix. Là, pour l'instant, on ne connaît pas encore les choix, on ne sait pas dans quelle direction s'engage très, très clairement Gabriel Attal et Emmanuel Macron et Gabriel Attal, le couple au pouvoir. Il faut attendre ici de voir quelles sont les mesures qui seront prises pour savoir s'il y aura besoin ou pas d'un référendum. C'est vrai qu'un référendum qui apporterait des résultats nettement positifs pourrait augmenter la légitimité de l'équipe au pouvoir. Il est toujours bon de voir que quand on pose une question au peuple, le peuple y répond en masse de manière favorable. Maintenant, c'est aussi une entreprise risquée et à ce moment-là se pose la question de ce qui reste de votre légitimité quand vous avez été désavoué par le peuple. Ça n'a pas traumatisé Jacques Chirac, je le rappelle, qui est resté aux affaires malgré la claque du référendum de 2005. Oui, donc vous, malgré tout, vous vous appelez, vous conseillez le nouveau Premier ministre, par exemple, et le président de la République à mettre en place un référendum ou une dissolution de l'Assemblée qui ne pourrait apporter, enfin, qui ne serait pas forcément mortel pour ce gouvernement, mais qui, en tout cas, pourrait apporter plus de légitimité. On sait que Non, ce gouvernement est particulièrement, enfin la majorité est quand même particulièrement divisée et que ça pourrait apporter, renforcer en tout cas sa mise en place de sa politique. la majorité est divisée, mais justement, le président de la République compte bien sur Gabriel Attal pour la rassembler. Gabriel Attal vient de l'aile gauche et il a un discours de droite. Mm. Avec ça, Oui, on a effectivement la possibilité c'était un bon d'une calcul, part, oui, de ce côté-là. ben oui, on a la possibilité d'une part de rassembler la majorité parlementaire et d'autre part, Gabriel Attal hier a tendu la main aux oppositions en leur rappelant qu'il ne serait pas d'accord sur tout, mais qu'il allait les respecter car il n'oubliait pas qu'il représentait le vœu d'une grande part des Français. Voilà un discours d'apaisement très, très net qui peut avoir des effets à l'Assemblée nationale. Mm. Et concernant le bilan Elisabeth Borne, qu'est-ce que vous retiendrez de cette première ministre? C'était une technocrate fidèle qui a appliqué sans frémir les décisions de l'Élysée, qui l'a fait avec courage, je crois, parce que les choses n'étaient pas faciles, qui a fait passer des textes délicats, pensons la loi retraite, pensons la loi immigration, qui est resté ferme à son poste, ce qui n'est pas si fréquent chez les politiques. Donc on a le mauvais côté, je dirais, de la sympathique psychorigide et le bon côté de quelqu'un qui remplit effectivement Qui a sa appliqué mission son cahier des jusqu'au charges, bout. oui. Et Oui, un voilà. certain nombre de 49.3 qui, ça s'est ressenti dans sa cote de popularité, l'a fait chuter, mais elle a appliqué tout simplement la politique demandée par Emmanuel Macron, il faut le rappeler. Oui, et je rappelle que le 49.3 n'est en rien inconstitutionnel. Mmh. Son usage répété, Elisabeth Borne, en l'espèce, n'a pas réussi à battre le record détenu par Michel Rocard, si je me souviens bien. Donc, on a eu effectivement des 49.3 parce qu'on est dans une situation très particulière dans laquelle le gouvernement ne bénéficie pas d'une majorité absolue au Parlement pour faire passer ses textes. Maintenant, je rappelle que le 49.3, c'est un engagement de responsabilité et que rien n'empêche nos éminents parlementaires des oppositions de voter les motions de Et censure oui. et de faire chuter le gouvernement. Oui, Voilà. rien n'empêche l'opposition, il est toujours bon de le rappeler, de jouer son rôle d'opposition finalement. ce Voilà. serait, ce serait pas mal. Merci beaucoup Christophe Boutin. Donc affaire à suivre, on va voir en effet qui est choisi dans ce nouveau gouvernement Attal et ensuite quelle politique est mise en œuvre. Pour le moment, en tout cas, discours, comme vous le dites, rassembleur de Gabriel Attal hier. Merci encore et je rappelle votre ouvrage Le référendum ou comment redonner le pouvoir au peuple aux éditions La Nouvelle Librairie. Et puis Toxin continue dans quelques